Bien, eh bien, je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un plaisir de revoir certains des fidèles auditeurs et c'est tout un aussi grand plaisir d'en voir de nouveau. Donc, bienvenue dans ce cours de la chaire Atomes et rayonnement. Et le cours de cette année va être consacré au magnétisme, et plus précisément au magnétisme dans les gaz d'atomes froids. Et ça va nous permettre de couvrir quand même pas mal de sujets, et en particulier, j'aimerais qu'on consacre pas mal de temps, ce sera plutôt la deuxième partie de cette séance de cours, à ce qu'on appelle des gouttelettes quantiques, c'est-à-dire des états liquides qui peuvent émerger de systèmes qui sont a priori gazeux, et puis également aborder le problème de la supersolidité, un problème qui est un vieux problème, qui a été étudié d'abord sur l'hélium liquide, dont on pensait qu'il pouvait devenir supersolide. En fait, on a découvert que ce n'était pas le cas. Mais cette supersolidité est revenue au goût du jour, précisément avec ces gaz d'atomes avec de fortes interactions magnétiques. Et j'essaierai de vous expliquer donc, comment est-ce qu'on voit cette supersolidité, ce que ça signifie vraiment un état supersolide. Alors, je ne vais pas faire ici un cours d'histoire des sciences, mais je voudrais quand même vous rappeler que le magnétisme, c'est quelque chose qui a vraiment accompagné tous les développements des théories physiques au cours des siècles. Et sans remonter au grec, si je me limite à l'époque qu'on peut qualifier de moderne, par exemple Ampère et puis Ørsted. Ampère était professeur dans cet institut, il était professeur au Collège de France, ont mis en place les expériences et le formalisme pour expliquer comment est-ce que les phénomènes magnétiques et les phénomènes électriques pouvaient être liés. Ici, vous avez une photo de la table d'Ampère qui est conservée au Collège de France et qu'il utilisait pendant ses cours, peut-être pas dans cet amphithéâtre, mais pendant ses cours, pour montrer ces phénomènes magnétiques. Et puis, dans la suite, toujours au XIXe siècle, Faraday et puis beaucoup d'autres physiciens, et avec en point d'orgue Maxwell, ont construit une théorie unifiée, la théorie unifiée qui est l'électromagnétisme maintenant, qui unifiait donc complètement les phénomènes de magnétisme et d'électricité. Alors, puisque je montre la table d'Ampère, je me permets dès le début de faire une parenthèse. Cette parenthèse, c'est qu'on va avoir ici même une grande exposition qui va durer 3 mois, qui démarrera fin avril, qui est une exposition sur, comme vous pouvez le voir ici, savants et instruments au Collège de France au XIXe siècle. Donc c'est une exposition sur les sciences de la nature au Collège de France, mais aussi en dehors du Collège de France. Essentiellement, donc, la table d'Ampère sera montrée à cette occasion, donc c'est l'électricité. Ici, vous avez Claude Bernard, donc c'est tous les aspects de compréhension du corps humain. Ici, vous avez un appareil qui avait été inventé par D'Arsonval, qui était les tout débuts de l'électrothérapie. Ici, vous avez Marey, qui avait inventé le fusil photographique pour prendre des séries de photos très rapprochées. C'est une photo de Marey là, qui illustre le catalogue d'exposition. Donc voilà, c'est juste un petit peu de publicité pour une exposition à venir, d'ici un petit peu moins de 2 mois, et vous pourrez la voir, elle sera juste dans le foyer, et bien évidemment gratuite. Voilà, donc je reviens au cours d'aujourd'hui. Toujours le magnétisme. Donc j'ai parlé un tout petit peu du XIXe siècle avec Maxwell et sa théorie unifiée. Au XXe siècle, le magnétisme a été tout aussi important, en particulier pour tout ce qui est développement de la physique quantique. Ici, j'ai mis une gravure célèbre qu'on trouve à Francfort, qui est une gravure qui représente l'expérience de Stern et Gerlach, avec Stern et puis Gerlach ici avec leur portrait. L'expérience de Stern et Gerlach, je pense que vous la connaissez tous, hein, c'est une expérience dans laquelle on avait des atomes d'argent qui se propageaient sous vide, qui traversaient une zone où il y avait un fort gradient de champ magnétique, et on regardait la déviation des atomes d'argent par ce champ magnétique, par ce gradient de champ magnétique. Alors, si on croit à la physique classique, eh bien, ce qu'on dit, c'est que l'orientation du moment magnétique des atomes d'argent, quand ils rentrent dans la zone de gradient, peut être quelconque. Il y en a certains qui peuvent pointer vers le haut, d'autres un petit peu en biais, d'autres vers le bas. Et selon l'orientation, ils auront une force qui les dévieront plutôt vers le haut ou vers le bas. Donc, on s'attend en physique classique à trouver un segment uniformément éclairé sur l'écran qu'on met derrière. Or, on ne trouve pas du tout un segment. Ce qu'on trouve, c'est 2 taches, une en haut, une en bas. Alors, c'est cette tache ici en haut et puis ici en bas. Après, sur les bords, ça, c'est des atomes qui n'ont pas vu le gradient parce que c'était trop loin latéralement. Mais disons qu'au centre, ce qu'on voit, c'est que finalement, la projection du moment magnétique sur l'axe de champ magnétique dans la zone de gradient, celle qui est représentée ici, eh bien, elle ne peut être que soit vers le haut, soit vers le bas, mais les orientations intermédiaires, entre guillemets, ne sont pas autorisées. Donc c'est un premier exemple de quantification des moments cinétiques qu'on a compris après. Quand ils ont fait l'expérience, on n'avait pas encore tout le formalisme du spin et de la quantification des moments cinétiques, mais c'était un premier exemple expérimental
de l'évidence de ce spin et de cette quantification des moments cinétiques. Donc ça joue un rôle crucial. Et puis, plus près de nous, dans le cas de la problème physique quantique à n-corps, eh bien, vous avez la supraconductivité, qui est également très intimement liée au magnétisme. Là, vous avez un exemple de lien entre magnétisme et supraconductivité qui est dû à l'effet Meissner. Quand vous approchez un petit aimant d'un matériau supraconducteur, l'effet Meissner s'oppose à la présence de champs magnétiques dans l'aimant, donc il y a des courants de surface qui apparaissent. Ces courants de surface génèrent un champ magnétique, et ce champ magnétique fait léviter l'aimant au-dessus du supraconducteur pendant des durées qui peuvent être très très longues, puisque ces courants magnétiques peuvent se propager sans dissipation. Donc voilà, le magnétisme est quand même très très présent dans toutes les théories physiques. Et ce qui va nous intéresser, nous, dans ce cours, c'est en fait une activité qui a démarré relativement récemment, il y a une vingtaine d'années, à la fois sur le plan théorique et sur le plan expérimental, autour de gaz d'atomes froids, qu'on savait manipuler déjà bien avant l'an 2000, mais c'était des atomes qui sont venus arriver autour de l'an 2000, c'est des atomes de chrome. Et pourquoi le chrome ? Eh bien parce que le chrome est beaucoup plus magnétique que les atomes qu'on utilisait ailleurs. Les atomes qu'on utilisait ailleurs, c'était essentiellement des alcalins, du sodium, du rubidium, du césium, dont le moment magnétique, c'est simplement un magnéton de bord, qui n'est pas beaucoup, enfin je vous donnerai des ordres de grandeur un peu plus tard aujourd'hui, mais le chrome, lui, a un moment magnétique qui est 6 fois celui des atomes alcalins, 6 fois le magnéton de bord. Et du coup, l'énergie d'interaction entre deux atomes de chrome, dont on va voir dans un instant qu'elle est en mu1 fois mu2, où mu1 et mu2 sont les deux moments magnétiques des deux partenaires, eh bien, elle est 36 fois plus grande. Donc, déjà avec le chrome, eh bien, on avait des interactions magnétiques beaucoup plus fortes qui jouent un rôle tout à fait significatif dans l'équilibre et dans la dynamique du gaz d'atomes froids qu'on savait fabriquer. Et on pouvait voir des émergences de structures spatiales très, très étonnantes, comme celle des matériaux ferrofluides. Là, vous avez une photo d'un matériau ferrofluide sous champ magnétique. Vous voyez ces structures en hérisson qui apparaissent sous l'effet du champ magnétique. Eh bien, on pouvait voir avec les atomes de chrome déjà des choses apparaître similaires à ça. Et puis, ce champ s'est encore développé. Ici, j'ai mis le nombre de publications annuelles avec les mots-clés dipolar atomic gas, dipolar Bose-Einstein condensate, dipolar supersolide. Et vous voyez, donc l'an 2000 est ici. Ça s'est développé beaucoup et ça continue à monter. On est typiquement un article par semaine qui sort sur ce sujet. Et rien que ce matin, sur l'archive, il y avait 2 articles nouveaux qui étaient postés avec le mot dipolar supersolide dedans. Donc ça illustre bien la pertinence de ce problème en ce moment. Voilà. Qu'est-ce qui fait que ce champ de recherche continue à être aussi foisonnant ? Eh bien, c'est qu'à partir de 2010, je dirais, à peu près ici, sur le diagramme, eh bien, il y a des nouvelles espèces atomiques qu'on a su manipuler, au-delà du chrome, qui sont des atomes de la série des lanthanides, comme le dysprosium, dont on va beaucoup parler, l'herbium également, le thulium, qui ont des moments magnétiques encore plus grands que celui du chrome, des interactions magnétiques encore plus fortes, et où là, vraiment, on est en présence d'un système qui est dominé par les interactions magnétiques. Et c'est ça qui permet d'aborder de nouvelles questions, par exemple celle de la supersolidité, que je mentionnais tout en introduction. La supersolidité, pour le dire en 2 mots, c'est se poser la question, est-ce que je peux avoir coexistence dans un même milieu de l'ordre superfluide, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des courants permanents, la possibilité d'avoir des impuretés qui se promènent sans dissipation, et puis un autre ordre, qui est un ordre spatial, un ordre typique d'un solide, un ordre dans lequel on brise l'invariance par translation et on voit apparaître des structures périodiques à l'intérieur de ce matériau. Et vous verrez que la réponse est positive. Dans ces matériaux, enfin dans ces gaz ou ces fluides très magnétiques, on peut voir apparaître les 2 ordres simultanément, l'ordre superfluide et l'ordre spatial. Alors, le plan du cours sera le suivant. Aujourd'hui, on va commencer doucement. On va faire un petit peu d'électromagnétisme, un petit peu de magnétostatique, se rafraîchir la mémoire sur tout ce qui est donc interaction dipôle-dipôle. La semaine prochaine, on abordera le problème des condensats de Bose-Einstein, donc des assemblées d'atomes très basse température à l'équilibre. On se posera la question de leur stabilité. Est-ce que les forces magnétiques ne peuvent pas déstabiliser ces systèmes, les faire imploser, et on verra qu'effectivement, ça peut se produire. Ensuite, on ira au-delà de l'équilibre, on regardera les excitations d'un condensat,
Et on verra que le spectre d'excitation est beaucoup plus riche en fait, que les spectres d'excitation auxquels on est habitué pour des gaz quantiques ordinaires, les spectres de Bogoliubov pour les spécialistes. On verra une structure de spectre avec un maximum local, un minimum local, assez similaire en fait, à ce qui se passe dans l'hélium liquide, le spectre en roton de l'hélium liquide. On verra qu'on le retrouve pour ces matériaux-là. Et puis ensuite, eh bien, dans la deuxième partie du cours, on abordera à la fois les problèmes de fabriquer des liquides à partir de ces choses qui sont a priori des gaz, donc des liquides. Ce que j'entends par liquide, c'est un système dont la densité est constante, c'est-à-dire peu importe s'il y a un potentiel de confinement ou pas, le système, les partenaires du système, les atomes en l'occurrence, ont envie de s'agréger les uns aux autres pour former quelque chose qui a une densité constante jusqu'à une certaine bord, qui est donc le bord du liquide. Donc on verra qu'effectivement on peut fabriquer des liquides avec ces systèmes. Et puis les derniers cours seront consacrés à ce phénomène de supersolidité qui va donc pas mal nous occuper. Voilà donc le programme pour les semaines qui viennent. Comme toujours, les cours sont accompagnés de séminaires. Aujourd'hui, on aura le plaisir d'écouter Nathalie Piquet, que je vous présenterai dans un instant, à la fin, au début de son séminaire. La semaine prochaine, ce sera Sheng-Shin, qui nous parlera de réactions chimiques dans les condensats de Bose-Einstein et atomes-molécules. Et puis, la semaine suivante, ce sera Rudy Grimm, qui nous parlera de polarons dans des systèmes fermioniques. Il y aura donc des séminaires ensuite. Je me permets juste de vous signaler le colloque qui clôturera cette série de cours, qui est un colloque que je co-organise avec Michel Brune, qui sera sur la simulation quantique et les atomes de Rydberg. Ce colloque sera en anglais. Voilà, donc commençons avec le cours d'aujourd'hui, qui porte donc sur l'interaction dipolaire. Donc, ce que je veux décrire dans ce cours, c'est avec deux dipôles comme ça, comment est-ce qu'ils interagissent l'un avec l'autre. Donc, ce que je voudrais faire ici, c'est d'abord mettre en place le formalisme classique, l'électrostatique et la magnétostatique. Ensuite, j'aimerais passer au domaine quantique, donc avec les dipôles électriques et les dipôles magnétiques. On verra que, autant en physique classique, dipôle magnétique, c'est un peu la même chose. Il faut remplacer epsilon 0 par mu 0, et puis le tour est joué. En physique quantique, ce n'est pas du tout pareil. Les dipôles magnétiques, ils existent, c'était l'expérience de Stirling-Gerlach. Les dipôles électriques, c'est beaucoup plus subtil. J'essaierai de vous donner des ordres de grandeur, et puis également un exemple de mesure de ces interactions magnétiques. Et puis, je terminerai par une première application de ces interactions magnétiques, qui est quelque chose qui est très récent. En fait, ce n'est pas encore sorti dans la littérature, c'est juste sur l'archive, c'est sorti en décembre. C'est le premier condensat de Bose-Einstein de molécules dans leur état fondamental. Et ça a été obtenu grâce aux interactions dipôle-dipôle, comme vous le verrez, et plus précisément grâce à l'utilisation d'un bouclier micro-ondes. Et je vous expliquerai ce que c'est qu'un bouclier micro-ondes, comment est-ce que ça marche, et pourquoi est-ce que c'est utile pour fabriquer ces condensats. Voilà, donc ça c'est le plan de ce qu'on veut faire aujourd'hui. Et donc j'aimerais commencer par de la physique classique, donc là normalement on sera tous en terrain familier, et commencer par la définition d'un dipôle, électrique ou magnétique, et puis le potentiel et le champ créés par ce dipôle. Alors je vais le faire au tableau pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc je vais commencer par un dipôle électrique. Donc le dipôle électrique, comme on l'apprend tous dans les cours, c'est en fait deux charges, une charge moins Q ici, une charge plus Q ici, séparées par une distance petit a, donc je note A le vecteur qui va de moins à plus, et puis ce qu'on prend, c'est la limite Q tendant vers l'infini, donc Q est positif, donc Q tend vers plus l'infini, petit a la distance tend vers 0, et on maintient la quantité D égale Q fois A constante. Donc ça, c'est la définition d'un dipôle ponctuel en électromagnétisme, on l'obtient par ce passage à la limite. Alors, on peut également considérer des distributions de charge étendues. Donc, si je prends une distribution de charge étendue contenue dans ce volume-là, je vais supposer que la charge totale est nulle, intégrale de ρ de r d3r égale 0. Et à ce moment-là, on définit le dipôle de cette quantité comme étant l'intégrale de r fois ρ de r d3r. Comme la distribution de charge, comme la charge totale est nulle, peu importe si je mets ici R ou R moins R0, la constante que je peux mettre derrière la position ne va pas jouer.
Voilà, donc ça, c'est la manière dont on s'y prend pour définir un dipôle. Maintenant, quel est le potentiel créé par un dipôle? Donc pour le moment, je fais de l'électricité, donc potentiel électrostatique créé par un dipôle. Donc ce potentiel V de R, si je prends mon modèle de dipôle ponctuel, là, plus Q et moins Q, ça va être la somme des potentiels créés par la charge plus Q et la charge moins Q. Donc c'est Q sur 4pi epsilon 0 petit r moins A sur 2 en valeur absolue. Je mets l'origine des coordonnées entre mes deux charges, ici. Donc ça, j'appelle 0. Moins Q sur 4pi epsilon 0 R plus A sur 2. Et puis ensuite, ce qu'il faut, c'est développer donc, ce R moins A sur 2 et ce R plus A sur 2 en prenant la limite A tendant vers 0. Donc R moins A sur 2 puissance moins 1, c'est le carré à la puissance moins 1,5. Donc le carré, ça va être R2 plus A2 sur 4 moins R scalaire A puissance moins 1,5. Et on va se contenter des termes linéaires en A. Donc ça, c'est à peu près égal. Alors je vais mettre le R2 en facteur. Donc R2 en facteur de puissance moins 1,5, ça fait du 1 sur R. Et puis à l'intérieur, donc je fais un développement limité à l'ordre 1 en A. Donc le A2 sur 4, je peux l'oublier. Et tout ce qui va rester, c'est ça. Donc 1 moins 1,5, ça fait plus 1,5 de R scalaire A sur R2. Voilà. Donc ça, c'est le terme qui va venir ici. Le terme qui va venir là, ben, il est affecté d'un signe moins global. Et puis je dois changer le signe de A en moins A. Donc le signe moins global, il fait que la contribution du 1 ne va pas contribuer, c'est la charge totale est nulle, donc le terme en 1 sur R s'élimine, et ce qui va rester, c'est simplement ce terme-ci qui va se doubler. Donc j'obtiens V de R, quand je fais la somme, Q sur 4pi epsilon 0, donc je vais avoir du 1 sur R fois le R2 qui est là, du 1 sur R3, ce 1,5 là, j'ai dit qu'il se doublait, donc il disparaît, et puis j'ai le R scalaire A qui reste. Et donc le Q fois A, c'est mon dipôle, donc V de R, c'est un vecteur à ce stade, ça va être R fois le dipôle D sur 4pi epsilon 0 R3. Voilà. Bien. Donc je ne sais pas si j'ai autre chose à vous dire à ce stade. Non, c'est bon. Donc ensuite, on peut regarder le champ électrostatique. Champ créé par un dipôle. Donc le champ E de R, on sait que c'est moins le gradient du potentiel V de R. Donc j'ai deux choses qui dépendent de R, j'ai le numérateur et le dénominateur ici. Donc le gradient de R scalaire D, bah, ça c'est simplement D. Hein, c'est x dx plus y dy plus z dz. Donc quand je dérive par rapport à x, ça me fait dx, par rapport à y, dy, etc. Et quand je prends le gradient de 1 sur R3, donc ça va me faire du moins 3 R sur R5. Voilà, donc le champ électrique, E, ça va être le moins qui est le moins du gradient ici, donc moins 1 sur 4pi epsilon 0. Donc je peux mettre tout de suite R3 en facteur. Et puis j'ai le D qui va apparaître ici, ça c'est la dérivée du numérateur. Et ensuite j'ai ce moins 3, R sur R5, mais j'ai déjà mis R3 en facteur, donc c'est moins 3, donc le D scalaire R qui reste, puisque lui je n'ai pas dérivé, R sur R2. Voilà, le champ électrostatique créé par un dipôle. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais annoncé ici. Et ce champ, ben, on peut tracer ces lignes de champ, et je vous les donne, elles ressemblent à ça. Donc ici vous avez le dipôle au centre, et puis, c'est bien ça, voilà.
Oui, voilà. Vous avez le dipôle au centre, et puis des lignes de champ, donc si le dipôle est aligné comme ça, sur l'axe ici se donne un champ qui est positif, ici il est toujours positif, et puis dans le plan au contraire XY, le champ pointe vers le bas, il est négatif, comme ça, et puis les lignes de champ sont celles qui sont représentées. Je peux tout de suite faire le cas du dipôle magnétique, puisqu'en fait c'est surtout des dipôles magnétiques qu'on va utiliser. Pour un dipôle magnétique, donc la manière dont on le construit, c'est que, tout comme tout à l'heure j'avais pris une limite d'une quantité qui tendait vers 0, l'autre qui tendait vers l'infini, eh bien un dipôle magnétique c'est la même chose, c'est une petite boucle de courant, donc je prends une boucle de courant comme ceci, dans un plan XY, donc j'ai un courant I qui circule, et je vais faire tendre le rayon petit a de cette pierre de courant vers 0, je vais faire tendre le courant I vers l'infini, donc I tend vers plus l'infini, A tend vers 0, et ce qu'on garde constant, c'est le produit I fois pi fois A carré, c'est-à-dire la surface de la boucle, c'est ça qu'on appelle le moment magnétique, mu égale constante. Voilà, alors plus précisément, si je veux mettre un vecteur, je prends la normale ici à la boucle, vecteur unité, et donc je mets un mu ici et je mets un n là. Voilà. Et donc ça, c'est la définition d'un moment magnétique, c'est par ce passage à la limite, la structure qu'on obtient. Et la structure du champ magnétique est la même que celle-ci, en remplaçant les epsilon 0 et les mu 0 par leur quantité. Bon, je peux l'écrire juste pour être complet. Donc le champ magnétique B, c'est moins mu 0 sur 4pi R3 fois donc mu moins 3 fois mu scalaire R fois R sur R2. Voilà. Alors, ça, je pense que tout le monde dans cette salle l'avait vu un jour ou l'autre dans ses études. Une question qui m'est posée plusieurs fois par des auditeurs, et puis je ne l'ai jamais traitée, donc là je profite de cette occasion pour la traiter, c'est le problème du champ créé par un dipôle en son emplacement, en son point. Une chose que je n'ai pas écrite là, mais que j'aurais dû écrire, c'est que cette chose-là, quand j'ai pris mes gradients ici, en particulier le gradient de 1 sur R3, j'ai supposé que R était non nul. Même chose ici, c'est valable pour R différent de 0. Et on peut se dire, bon, ça va, c'est pas très grave, mais en fait, il faut faire attention et il faut de temps en temps penser à compléter l'expression qui est écrite ici. Et un moyen de se rendre compte que ça ne peut pas être complètement correct, ce qui est écrit là, c'est un théorème qui n'est pas un théorème très connu de l'électrostatique, mais qui est un théorème très simple à énoncer malgré tout. C'est le suivant. Supposez que vous ayez, comme ici, une distribution de charges localisée dans une région finie de l'espace. Donc toutes mes charges sont à l'intérieur du contour qui est là. Alors la distribution va être neutre ou pas neutre, ce n'est pas très grave. Disons que là, je la prends neutre, donc j'ai des charges positives en rouge, des charges négatives en bleu. Je prends une sphère qui englobe complètement ce volume-là. Donc une sphère, qui englobe complètement cette zone. Donc le volume de la sphère, c'est 4 tiers de pi r cube. Et je définis le champ moyenné sur la sphère, donc c'est 1 sur le volume de la sphère, fois l'intégrale du champ électrique à l'intérieur de ce volume. D'accord ? Eh bien, on peut montrer, et c'est fait en appendice dans une note de cours, mais j'ai tiré la démonstration d'un article de Griffiths dans American Journal of Physics, on peut montrer que cette valeur moyenne, c'est simplement le dipôle de cette distribution, moins d sur 4pi epsilon 0 R3. Voilà, ça c'est un théorème, il faut juste écrire une double intégrale, puisqu'on a une intégrale ici, puis E de R est lui-même une intégrale sur la distribution de charge, donc on a une double intégrale, on la manipule, et on arrive à ça. Et maintenant, on voit une difficulté immédiate qui apparaît. Si je prends l'expression qui est écrite au tableau, là, que je vous ai réécrite ici, moins 1 sur 4pi epsilon 3, d moins 3 fois ça. Si je prends d parallèle à l'axe z, disons, pour simplifier, donc j'appelle θ l'angle de d du dipôle, l'angle de R avec l'axe Z, l'angle entre D et R, si vous voulez. Donc l'intégrale de ce crochet ici va devenir 1 moins 3 cos carré θ. Et quand je prends la moyenne
quand j'effectue cette intégrale-là et j'effectue la partie angulaire de l'intégrale, j'ai donc l'intégrale de 1 moins 3 cos carré θ fois le jacobien, sinus θ dθ, et cette intégrale vaut 0. Donc, je tombe sur un bug, puisque là, ça devrait valoir moins d sur 4 pi sur R3, et en fait, ça vaut 0, mon intégrale. Donc, ça veut dire que j'ai oublié quelque chose. Et ce que j'ai oublié, c'est une description de Dirac. L'expression que j'ai écrite, comme je l'ai dit, est valable en R différent de 0, mais quand R vaut 0, il y a en fait une contribution qui est une description de Dirac qui est en moins d'un tiers de epsilon 0, d fois delta de R. Et c'est assez simple de comprendre pourquoi il y a cette distribution de Dirac. Peut-être pas forcément le coefficient 1 tiers, le coefficient 1 tiers, il faut travailler pour l'avoir, et il faut le mettre pour avoir le théorème que je montrais à la diapositive précédente, mais au moins pour comprendre pourquoi il y a une distribution de Dirac qui apparaît, c'est assez simple. Si je regarde le champ, non pas le champ en dehors de mon dipôle, loin, mais si je regarde le champ entre mes deux charges, là, entre la charge plus Q et la charge moins Q, avant de passer à la limite, eh bien, je sais que le champ va de la charge positive à la charge négative. Donc, j'ai un champ qui va être dirigé opposé au dipôle. Ça, c'est pour préparer le signe moins qui va arriver ici. Et puis, par ailleurs, si je regarde le module de ce champ, eh bien, c'est un champ entre deux charges, donc c'est la charge Q divisée par la distance entre deux charges, A carré. Et si je prends cette chose-là et que je multiplie en haut et en bas par petit a, pas très propre ce que je fais, mais bon, vous voyez, je retrouve moins QA qui est mon dipôle, divisé par A cube. Donc j'ai un champ qui va diverger comme 1 sur A cube, et il va diverger comme 1 sur A cube, et il va faire ça sur un volume qui est de l'ordre lui-même de A cube. Puisque ce champ que je calcule, il est valable sur l'axe, mais il ne doit pas être trop faux si je me mets un petit peu en dehors de l'axe, à gauche ou à droite. Donc j'ai, sur un volume de A cube, une quantité qui est de l'ordre de 1 sur A cube. Ça, c'est typique d'une distribution de Dirac quand on prend la limite A tend vers 0. Donc ce n'est pas surprenant qu'il y ait un terme qui apparaisse ici en distribution de Dirac. Ce n'est pas surprenant qu'il y ait un signe moins. Pour avoir le moins un tiers, eh bien, ou bien vous faites le calcul proprement quand on prend le gradient du potentiel, ou alors vous dites le théorème que j'avais montré ici doit être vrai, donc je n'ai pas le choix, il faut que ce soit un tiers. Voilà, vous pouvez prendre la manière que vous voulez, mais en tout état de cause, il ne faut pas l'oublier, ce terme-là. Et ce terme-là, en fait, joue un rôle important si vous voulez retrouver la formule de Clausius-Mozotti, ou également appelée formule de Lorentz-Lorenz, qui est l'indice de réfraction d'un milieu diélectrique. Si vous voulez le retrouver avec des dipôles ponctuels, eh bien, il faut mettre ce terme-là. C'est un article qu'on avait fait il y a longtemps avec Yvan Castin et Olivier Maurice, et on avait montré qu'il ne fallait pas oublier ce terme-là. Voilà. Alors, ce que je vous ai dit là pour un dipôle électrique, c'est également vrai pour un dipôle magnétique. Cette formule qui est écrite ici pour un dipôle magnétique est vraie en dehors de R égale 0, mais si je vais regarder ce qui se passe en R égale 0, il ne faut pas oublier une composante en Dirac. Et encore une fois, la compréhension c'est facile de comprendre l'origine de cette composante en Dirac. Si je reprends ma petite spire que j'avais dessinée au tableau ici et que je la regarde par la tranche, ici, donc le courant ici s'en va vers le fond de l'écran et le courant ici vient vers vous, eh bien, le courant généré par une spire en son centre, il est comme ça, positif cette fois-ci. Donc on se dit que la condition, s'il y a une distribution de Dirac, son signe sera positif, et non pas négatif comme pour le dipôle. Pour le dipôle, ça pointait dans le sens opposé. Donc là, ça va être positif. Le courant créé par une spire en son centre, c'est de l'ordre μ0i sur A, le rayon de la spire. Si je multiplie par A carré en haut et en bas, j'ai du A cube au dénominateur. Au numérateur, je fais apparaître A carré fois I. Et ça, c'est précisément la surface de ma spire, un facteur pi près, fois I. Donc je fais apparaître le moment magnétique mu de la spire. Donc j'ai un champ magnétique, là encore, qui diverge comme 1 sur A cube, sur un volume de l'ordre de A cube. Donc c'est tout ce qu'il faut pour générer une distribution de Dirac. Et le poids de cette distribution de Dirac, eh bien, comme je disais, c'est un signe plus, parce qu'on voit que maintenant le champ ici est parallèle au dipôle. Et le coefficient, c'est 2 tiers, là où j'avais un moins 1 tiers dans le cas électrostatique, j'ai un plus 2 tiers dans le cas magnétostatique. Et lui, ce terme-là également joue un rôle important en physique, il ne faut pas non plus l'oublier, en particulier quand vous calculez l'interaction hyperfine, c'est-à-dire l'interaction magnétique entre un électron du cortège électronique d'un atome et puis le moment magnétique porté par les noyaux. Prenez par exemple l'atome d'hydrogène, l'arrêt à 21 cm qui est de l'atome d'hydrogène, qui est donc une interaction magnétique entre le spin magnétique du proton et le moment magnétique de l'électron. Eh bien,
la bonne manière de calculer cette interaction mathématique prend en compte cette contribution-là. C'est-à-dire que l'électron a une probabilité de présence non nulle sur le proton, et donc il faut prendre en compte le delta de R qui contribue là. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais le clarifier, puisque c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois. Donc là, je vous ai fait pour l'instant le calcul des champs. Je vais aussi calculer l'énergie d'interaction entre deux dipôles, donc toujours en restant en physique classique. Donc je vais me refaire de la place. Je vais le faire en électrostatique, et puis la formule se transpose directement en magnétostatique. C'est toujours plus simple de manipuler des charges que des courants. Alors, l'énergie électrostatique. Électrostatique. Voilà, donc l'énergie électrostatique d'une distribution de charge ρ de R quelconque, ça, on la trouve dans tous les livres. Hein, donc ça, c'est, pardon, il n'y a pas de R. Là. L'énergie E, c'est 1/2 de l'intégrale de la distribution de charge ρ de R fois le potentiel V de R. Je vérifie que je prends bien les bonnes notations. Les 3 R. Et le potentiel V de R créé par ma distribution de charge, c'est lui-même l'intégrale sur tout l'espace de ρ de R' sur 4pi epsilon 0. C'est la même formule que celle que j'ai utilisée à côté, hein, pour une distribution de charge étendue, cette fois-ci, des 3 R'. Voilà, ce qui fait que quand je reporte mon V de R là-dedans, j'obtiens ici 1/2 de l'intégrale, donc c'est une intégrale double, de ρ de R' sur 4pi epsilon 0 module de R moins R', des 3 R, des 3 R'. Voilà. Je vais avoir besoin d'un peu plus de place. Donc là, maintenant, je vais faire l'hypothèse que ma distribution de charge ρ de R, ici, elle consiste de différents paquets, qui seront mes différents atomes, qui sont bien localisés, éloignés les uns des autres. Donc je ne vais pas avoir de souci avec le delta de R que j'ai mentionné juste avant. Je vais prendre comme ρ de R, alors je vérifie encore une fois que je l'écris bien, oui c'est ça, je vais prendre comme ρ de R une somme sur différents amas de charges ρi de R, comme ceci. Donc si vous voulez, j'ai quelque chose que je peux représenter comme ça. J'ai une certaine distribution de charge ici, puis une autre qui est là, puis une troisième qui va être comme ceci. Voilà. Et donc, j'ai ces distributions qui interagissent les unes avec les autres, et je les suppose loin les unes des autres par rapport à leur extension chacune. Quand je prendrai la limite d'un dipôle ponctuel, évidemment, cette chose-là tendra vers 0, cette chose-là tendra vers 0, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Pour simplifier aussi, je suppose que mes ρi de R, chacun des amas est neutre, donc ce sont vraiment des dipôles qui comptent, et ce ne sont pas des charges isolées. Donc, je m'intéresse vraiment à la physique des dipôles ici. Donc, quand je vais calculer cette distribution ici, quand je vais reporter ρ, le ρ qui est écrit ici comme somme sur i dans cette expression-ci, je vais obtenir un E qui va être une somme sur tous les i, somme sur les j, je vais les prendre plus grands que i, histoire d'éliminer le coefficient ennemi ici pour ne pas faire de double comptage, d'une énergie que je vais appeler EIJ, qui est donc l'énergie que j'obtiens en prenant ρi ici et puis ρj là. Et puis ensuite, il y a une somme sur i des self-énergies. Alors celle-là, je ne vais pas m'intéresser à elle, EI self. Ça, c'est l'énergie d'interaction d'une distribution de charge interagissant avec elle-même. Celle-là ne m'intéresse pas ici, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est les interactions à distance entre les différents partenaires. Et donc EIJ ici, c'est donc ce que j'obtiens en prenant ρi et ρj. Alors, je vais le réécrire comme ceci. L'intégrale de ρi de R fois le potentiel Vj
créé par la distribution de charge VJ des 3 R. C'est juste, je fais la manip inverse de celle que j'ai faite pour passer de ça à ça. Là, j'identifie VJ de R. Maintenant, VJ de R, c'est donc le potentiel créé par la distribution de charge J, disons celle-là, sur cette extension de charge ici. Donc, si je fais l'hypothèse que la distance entre mes deux distributions ici est grande devant l'extension ici, je peux faire un développement limité de VJ de R. Et VJ de R, je peux dire que c'est VJ au centre de ma distribution, RJ, plus le terme d'ordre 1, qui donc est ici moins RJ fois le champ électrique E créé par la distribution, pardon, moins E. Non, là, attendez, je le fais mal. Moins R moins RJ, R moins RJ, c'est bien ça. Non, je le prends, pardon, voilà, je savais que j'avais fait une erreur. Je regarde, excusez-moi, je reprends. Je regarde l'influence de la distribution de charge J sur la charge I. Donc je prends au centre RI, de la distribution de charge RI, ici, moins R moins RI, fois le champ électrique EJ créé au point RI. Voilà, ça fait beaucoup de choses, puisque EJ, c'est le gradient, c'est moins le gradient de VJ. Et quand je reporte cette chose-là là-dedans, maintenant, eh bien, j'obtiens pour EIJ un premier terme où c'est un terme constant, VJ de RI qui sort. Il me reste l'intégrale de ρI, mais j'ai supposé que c'était nul. Donc tout ce qui va compter, c'est cette chose-là. Donc je vais avoir moins R moins RI fois ρI, ça c'est le dipôle DI, fois le champ EJ au point RI. Voilà. Et donc le champ, je l'ai effacé, mais on s'en souvient. Ça va donc, le champ il avait un signe moins, donc les signes moins s'éliminent. Donc il va rester 1 sur 4 pi epsilon 0 RIJ au cube. Et puis ensuite, le EJ contenait le dipôle DJ, donc je vais obtenir le produit scalaire DI scalaire DJ. Et puis j'avais ce terme en moins 3, qui va donc me donner moins 3 fois DI scalaire R, DJ scalaire R sur R2. Voilà, donc ça c'est l'énergie d'interaction entre mes deux dipôles, I et J. Et puis il faut que je somme sur tous les dipôles. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié cette fois-ci. Oui, et donc ce qu'on fait souvent, c'est qu'on on donne un nom au vecteur unitaire petit u, qui est petit r sur module de R, et donc le champ EIJ, on le réécrit souvent comme 1 sur 4 pi epsilon 0 R3, DI dJ, moins 3 fois DI U, DJ U. Voilà. Et c'est souvent sous cette forme-là que je l'utiliserai. Et on peut faire la même chose avec un champ magnétique, et là vous avez le résultat. Donc c'est exactement la même structure. Vous remplacez le 1 sur epsilon 0 par mu0, et puis tous les dipôles électriques deviennent des dipôles magnétiques, mais la formule est la même. Voilà. Alors, bien souvent, dans ce que nous on va prendre, on supposera des dipôles qui sont alignés avec un axe Z, c'est-à-dire que dans toute généralité, les dipôles peuvent avoir des orientations différentes, comme je l'avais fait sur mes dessins jusqu'à maintenant. Le dipôle 1 pouvait pointer vers la gauche et le dipôle 2 vers la droite, mais dans toutes les expériences qui sont faites, ou la plupart des expériences qui sont faites sur ces assemblées d'atomes magnétiques, eh bien, on met un grand champ magnétique extérieur, B0, de telle sorte que l'énergie de dipôle, l'interaction des dipôles avec ce champ magnétique extérieur domine tout le reste. Donc cette énergie, c'est moins mu scalaire B0, c'est la même formule que, c'est la transposée magnétique de la formule moins DI scalaire E, donc c'est moins mu scalaire B. Cette énergie domine, donc les dipôles s'alignent avec B0, et ce qui va nous intéresser, c'est donc l'énergie d'interaction entre deux dipôles, tous alignés sur un axe qu'on va appeler Z par convention. Donc ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a
variété de cas possibles selon l'orientation du vecteur U qui joint mes deux dipôles par rapport à cet axe de quantification Z. Mais il y a deux cas limites qui sont importants, qui vont jouer un rôle essentiel dans la suite. C'est le cas où le vecteur U est perpendiculaire à la polarisation des dipôles. À ce moment-là, le terme en moins 3 DI scalaire U, DJ scalaire U vaut 0. DI et U sont perpendiculaires. Donc tout ce qui me reste, c'est le terme en DI, DJ ici, ou si vous préférez le terme en MUI, MUJ si je suis en problème magnétique. Donc ce sera un terme qui sera positif, qui variera comme 1 sur R3. Une énergie positive, ça veut dire que les particules se repoussent. Si elles ont tendance à minimiser leur énergie, elles ont tendance à partir loin l'une de l'autre. Et l'autre configuration limite, c'est au contraire quand je mets mes dipôles comme ça, l'un derrière l'autre. Et là, à ce moment-là, U est parallèle à D. Donc ce que j'obtiens, c'est D carré ici, moins 3 D carré là. Donc j'obtiens moins 2 D carré, ou moins 2 mu carré si je suis dans le problème magnétique. Et à ce moment-là, bien, comme l'énergie est négative, c'est une configuration qui est attractive. Et toute la beauté, toute la richesse de ces phénomènes magnétiques, c'est en fait ça, c'est le fait qu'on a des interactions qui sont anisotropes et qui peuvent être attractives selon certaines directions, répulsives selon d'autres, et le fait qu'elles peuvent être attractives en particulier peut conduire à des implosions. On peut avoir tendance à avoir les atomes se précipiter les uns sur les autres en se mettant les uns à la file des autres, comme ça, pour minimiser l'énergie, faire une énergie très grande et très négative. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut éviter cette implosion? Est-ce qu'il y a d'autres termes dans l'énergie qui viennent l'empêcher? Et c'est ça qui va nous occuper beaucoup. Alors ça, c'était de la physique classique. Maintenant, passons en physique quantique. Et comme je le disais, en physique quantique, dipôle électrique et dipôle magnétique, ce n'est pas du tout le même combat. Commençons par les dipôles magnétiques, qui sont finalement les plus simples et ceux qu'on connaît le mieux, encore une fois, à partir de l'expérience de Stern et Gerlach. Prenons un atome simple, par exemple l'atome d'hydrogène, mais ce que je vais dire s'appliquerait aussi à un atome alcalin, qui a un électron célibataire. On a a priori 3 sources possibles de moments magnétiques. Pour l'atome d'hydrogène, il y a le fait que l'électron tourne autour du proton. C'est une vision un peu classique, mais enfin, on a le droit de le dire de temps en temps. Donc j'ai un certain moment cinétique orbital associé pour cet électron. Donc l'électron forme une petite boucle de courant. Et il va y avoir un moment magnétique orbital qui va être associé à ce moment cinétique orbital grand L. Par ailleurs, l'électron a un spin S et le noyau a un spin I, et à chacun des deux est associé à un magnétisme, un moment magnétique. Alors si je prends l'atome d'hydrogène dans son état fondamental, qui est un état S, comme vous le savez, un état de moment cinétique nul, eh bien, le moment cinétique orbital L vaut 0, donc il n'y a pas de moment magnétique associé. Le moment cinétique lié au spin de l'électron, c'est un spin 1,5, et sa valeur numérique, eh bien, c'est h bar sur 2, la valeur du spin 1,5, donc du moment cinétique du spin 1,5, fois le rapport gyromagnétique de spin, qui est simplement le rapport charge de l'électron divisé par masse de l'électron, Q sur M. Et c'est comme ça qu'on fabrique une quantité, QH bar sur 2M, 2ME, masse de l'électron, qu'on appelle le magnéton de bord. Donc ça, c'est le magnétisme qui est le plus important pour l'atome d'hydrogène dans l'état fondamental. Et puis, on a également le moment magnétique qui est lié au moment cinétique du noyau, le spin du noyau, du proton en l'occurrence, si je prends l'atome d'hydrogène, qui a la même structure que pour l'électron, mais simplement, il faut remplacer la masse de l'électron par la masse du proton. Et ça fait un moment magnétique qui est beaucoup plus petit. Le rapport masse-électron, masse-proton, c'est 1836. Donc, disons, c'est 3 ordres de grandeur en dessous pour les moments magnétiques nucléaires par rapport aux moments magnétiques électroniques. Donc, en règle générale, pour le cours qui va venir, le magnétisme lié au spin nucléaire va être négligeable. On va s'intéresser au magnétisme dû aux électrons. Alors là, je vous ai parlé de l'atome d'hydrogène, mais je vous ai dit aussi que ce qui avait vraiment révolutionné ce champ de recherche, c'était le chrome d'abord, et puis des atomes type dysprosium ensuite. Et donc, pour comprendre pourquoi il y a un fort moment magnétique pour ces atomes, il faut faire un peu de physique atomique. Rassurez-vous, ça ne va pas être trop compliqué, mais il faut se rappeler comment est-ce qu'on remplit les couches électroniques. Alors, je vous rappelle le principe de Pauli, c'est qu'on ne peut pas mettre 2 électrons dans le même état quantique, et pour caractériser un état quantique pour un électron, il faut 4 nombres quantiques pour un électron atomique. Le premier nombre, c'est le nombre quantique principal, petit n.
celui qui, dans l'atome d'hydrogène, vous donne des niveaux d'énergie en moins 1 sur n carré. Donc dans l'atome d'hydrogène, en fait, le nombre petit n caractérise directement l'énergie. Pour un atome plus compliqué, en fait, il ne faut pas seulement avoir petit n, il faut aussi avoir le moment cinétique L de l'électron, donc l'énergie dépend de n et de L. Et L, eh bien, c'est le moment cinétique orbital, dont je parlais juste avant, qui peut prendre comme valeur 0, 1, 2, jusqu'à n-1, des valeurs entières entre 0 et n-1. Et une fois que je connais n et L, je connais l'énergie de mon électron. Et puis, j'ai deux autres nombres quantiques. Le premier, ça me caractérise la projection de ce moment cinétique L sur un axe de quantification donné, et ça varie entre moins L et plus L, donc j'ai 2L plus une valeur. Et puis, ensuite, j'ai le spin, dont j'ai également parlé, qui vaut plus ou moins 1,5, que je désignerai par une flèche vers le haut, une flèche vers le bas, donc deux valeurs. Ce qui fait qu'au total, pour un niveau d'énergie donné, j'ai 2 fois 2L plus 1 électrons qui peuvent se mettre sur ce niveau d'énergie. Et comment on met ça en œuvre? Eh bien, prenez par exemple un atome comme l'argon, 18 électrons. Eh bien, ces 18 électrons seraient passés de la manière suivante. Vous mettez 2 électrons sur n égale 1, L égale 0, 2 sur n égale 2, L égale 0, 2 sur 3, n égale 0, et puis 6 ici, 6 là. Voilà, vous pouvez vérifier, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6, 3 fois 6, 18. J'ai bien mis mes 18 électrons, et toutes mes cases sont grisées, ce qui veut dire que j'ai mis le maximum d'électrons possible dans chaque case. Donc les couches sont complètes, et en fait c'est pour ça, parce que j'ai des couches complètes, c'est pour ça que l'argon est très très peu réactif, c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle un gaz rare ou un gaz noble, c'est très difficile de former des réactions chimiques avec lui parce que toutes les couches sont complètes. Bien, le dysprosium maintenant, ou les lanthanides plus généralement. Pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants pour nous? Alors les lanthanides, déjà je vous les mets dans le tableau périodique, ils sont dans la case qui va du lanthane à l'ytterbium, donc c'est cette barre-là, ils sont ici. Et les deux atomes dont je vais le plus parler aujourd'hui pas aujourd'hui, dans la série de cours, sont le dysprosium et l'erbium, ici, avec un Z66 et un Z68. Le chrome, lui, était là. Il y avait un Z24. Alors, comment est-ce que se répartissent ces électrons sur le dysprosium? Pourquoi est-ce qu'il a ce moment magnétique si grand? Eh bien, pour comprendre ça, il faut d'abord revenir à l'élément qui est juste au-dessus dans le tableau périodique, dans la colonne des gaz rares, qui en l'occurrence est le xénon, Z égale 54. Et le xénon, il se remplit de la manière suivante. C'est un peu comme l'argon tout à l'heure, simplement j'ai plus d'électrons, donc j'ai plus de cases, mais toutes les cases sont pleines, là, elles sont toutes grisées. Donc j'ai mis les 2 électrons sur les états L égale 0, c'est les 2 spins possibles. Et puis ici, 2 fois 3, 6 sur chacune des cases L égale 1, et puis 2 fois 5, 10 sur les cases L égale 2. Et puis voilà, toutes mes cases sont complètes. Maintenant, le dysprosium, comment se remplit-il? Eh bien voilà, c'est ça que ça donne. Je passe de 54 pour le xénon à 66, donc j'ai 12 électrons en plus à mettre. Et ces 12 électrons, eh bien, ce que nous disent les physiciens atomistes, c'est qu'on en met 2 pour former une couche complète ici, donc L égale 0 des électrons S sur N égale 6, et on en met 10, c'est eux qui vont jouer un rôle important, on en met 10 sur cette case L égale 3. Mais comme vous le voyez, cette case-là n'est pas grisée, parce qu'une case L égale 3, je peux mettre beaucoup plus que 10 électrons. Je peux en mettre 2 fois 7, donc 14. Donc, je n'en mets que 10. Et c'est ça qui va donner les propriétés magnétiques. Alors, pour comprendre comment ça donne des propriétés magnétiques, eh bien, on va essayer de se proposer un exemple pour mettre les 10 électrons sur les 14 cases possibles. Donc là, je récapitule. J'ai mon dysprosium qui a Z égale 66. J'ai rempli plein de cases complètes ici. Et puis, j'ai cette case-ci qui pouvait accueillir 14 électrons, qui n'en a que 10. Et voilà une manière de mettre 14 électrons dans un niveau L égale 3. Donc L égale 3, la projection du moment cinétique orbital sur l'axe Z peut varier de moins 3 à plus 3. Eh bien, je peux par exemple choisir de remplir avec les 2 états de spin possibles tous les M positifs ici, et puis mettre les 4 électrons restants en M égale 0, en moins 1, en moins 2 et en moins 3. Vous pouvez vérifier, j'ai bien mis 10 flèches au total dans ce système. Quel est le moment cinétique ou le moment magnétique associé à ça? Eh bien, si je prends le moment magnétique orbital, si je prends la case moins 3 et la case plus 3, si j'essaie de regarder ce qui se passe entre là et là, au niveau moment cinétique orbital, j'ai un électron dans moins 3, mais j'en ai 2 dans plus 3. Donc j'ai plus 3 de moment cinétique orbital. C'est ce 3 qui vient ici. Si je prends le niveau moins 2 ici avec le plus 2, eh bien, j'en ai 1 ici, j'en ai 2 là. Donc j'ai un moment cinétique orbital plus 2, c'est lui. Puis même chose pour le 1,
j'ai 1 plus 1. Ce qui me fait 6 unités de moment cinétique orbital, et pour chaque unité, j'ai un magnéton de bord, donc ça me fait 6 μb qui vont venir du moment magnétique orbital. Et puis si je regarde le spin maintenant, eh bien le spin, vous voyez que, je vais changer de couleur, ici, mais j'ai un spin haut et spin bas, donc ça c'est intersingulier, spin qui vaut 0, même chose, spin 0 ici, spin 0, ce n'est pas intéressant. En revanche, ici, je me retrouve avec 4 spins qui pointent vers le haut, chaque spin porte un moment magnétique μb, donc je me retrouve avec 4 μb, soit au total 10 μb, 10 magnétons de bord pour ce moment magnétique d'un atome. Et c'est ça qui fait toute la richesse du dysprosium, c'est ce 10 μb, ce qui veut dire que les interactions seront 100 fois plus grandes qu'entre 2 atomes d'hydrogène ou 2 atomes d'alcalin, toutes choses égales par ailleurs, simplement à cause du mu carré qui va sortir. Voilà. Les dipôles électriques, maintenant. Alors, je vous ai dit, autant il y a une dualité dipôle électrique, dipôle magnétique en physique classique, autant c'est radicalement différent quand on regarde ce qui se passe en physique quantique. Et la raison pour ça, c'est la suivante. Imaginons que l'électron, par exemple, ou qu'un atome ait un moment dipolaire électrique permanent. Si je prépare cet atome ou cette molécule dans un état de moment cinétique bien défini, grand J, peut-être que j'arrête de gribouiller sur mes diapositives, c'est dans un moment cinétique grand J ici, eh bien, pour des raisons d'invariance par rotation, le dipôle électrique de cet objet doit être proportionnel au moment cinétique, D égale alpha J. Ça, c'est simplement l'invariance par moment cinétique. Si cet état d'énergie de moment cinétique bien défini que je considère n'est pas dégénéré avec autre chose, eh bien, tous les opérateurs vectoriels doivent être proportionnels au moment cinétique grand J. Et ce que je prétends, c'est que si mon hamiltonien qui sert à constituer mon objet, mon atome ou ma molécule, est invariant par renversement du temps, alors le coefficient alpha vaut forcément 0, et donc le dipôle vaut forcément 0. Et c'est assez simple de comprendre ça. L'opération renversement du temps, ça consiste finalement à faire un film de l'objet que vous êtes en train d'étudier et faire tourner le film à l'envers. Donc, quand vous prenez un dipôle électrostatique, vous prenez les deux charges plus Q et moins Q qui sont là, vous le filmez, et puis vous faites tourner le film à l'envers, ben, le dipôle il ne change pas. La charge plus Q reste au même endroit, la charge moins Q reste au même endroit. Donc, quand vous faites une opération de renversement du temps, D reste D. En revanche, si vous prenez un moment cinétique, prenez par exemple un moment cinétique orbital, eh bien, si vous avez un moment cinétique orbital parce que votre électron tourne autour du proton comme ça, vous le filmez, quand vous faites tourner le film à l'envers, ben, il tourne dans l'autre sens. Donc J est changé en moins J. Et donc, clairement, si vous avez un système qui est invariant par renversement du temps, eh bien, on n'a pas le choix, il faut que alpha soit nul pour que la théorie tienne la route. Ce qui veut dire que si on était capable de préparer un atome ou une molécule dans un état de moment cinétique bien défini, par exemple son état fondamental, qui est donc pour une molécule J égale 0, la molécule ne tourne pas dans son état fondamental, et qu'on voit qu'il y a un moment dipolaire électrique permanent pour cette molécule, eh bien ça veut dire qu'on aurait trouvé une signature de la brisure de l'invariance par renversement du temps. Ce qui serait un gros événement. On sait qu'en physique des hautes énergies, il y a quelques événements. Les premiers qui avaient été trouvés, c'était dans les années 60 pour les systèmes de maison K0, K0 bar. On sait qu'il y a quelques événements qui brisent l'invariance par renversement du temps. Mais ces événements, quand on les transpose au domaine de la physique atomique, ils sont négligeables, on ne peut pas les détecter. Donc si on détectait quelque chose, ce serait la signature d'un élément au-delà du modèle standard, et donc ce serait vraiment quelque chose d'important. Il y a des expériences, en ce moment même, il y en a plusieurs, qui cherchent à mesurer des moments dipolaires électriques permanents pour des molécules, en espérant comme ça trouver des signatures de physique nouvelle. Pour l'instant, tout ce qu'ils savent faire, c'est mettre des bornes supérieures au moment dipolaire électrique permanent de l'électron, par exemple, ou du neutron, mais si on trouvait quelque chose de non nul, quelque chose au-delà d'une borne supérieure, bah, ce serait vraiment un grand événement. Alors, je vous dis que les dipôles électriques permanents pour les molécules n'existent pas, et puis si vous prenez en sortant d'ici un livre de chimie et que vous l'ouvrez, vous allez trouver la molécule de CO à un moment dipolaire électrique permanent de temps. Donc, vous allez vous dire que j'ai raconté n'importe quoi. Alors, non, je n'ai pas raconté n'importe quoi, enfin j'espère. Effectivement, on trouve dans les tables de physique moléculaire ou de chimie des dipôles pour les molécules. Par exemple, pour la molécule NaCS, dont on va reparler tout à l'heure,
vous allez trouver que son moment dipolaire vaut 4,8 de Baye, mais c'est une valeur qui est dans le référentiel qui est liée à la molécule. Ici, je vous ai représenté donc NaCS, le césium ici, et puis le sodium ici. Et bien, cette molécule, dans son état fondamental, est un état de moment cinétique nul, donc elle tourne dans tous les sens, enfin, c'est orbital, donc il n'y a pas d'orientation préférentielle. Donc, le moment dipolaire vu dans le référentiel du laboratoire vaut 0. Mais dans le référentiel de la molécule, là, pour le coup, j'ai bien le césium ici et puis le sodium là, et j'ai bien un moment dipolaire parce que les électrons sont un peu attirés par l'un ou par l'autre des partenaires. Donc, il ne faut pas confondre le moment dipolaire dans le référentiel de la molécule et le moment dipolaire que je suis capable de mesurer pour une molécule préparée dans un état de moment cinétique bien défini. Alors, comment est-ce qu'on peut voir des moments dipolaires dans le laboratoire? Eh bien, ce qu'il faut, c'est polariser la molécule. Donc, on applique un champ électrique permanent, selon un axe, et à ce moment-là, la molécule va se polariser via ce champ, et à ce moment-là, on a un dipôle qui apparaît. Donc, reprenons une molécule. Donc, je vous ai dit, l'état fondamental d'une molécule, c'est le moment cinétique J égale 0, et puis le premier état excité sera J égale 1, puis le deuxième état excité rotationnel sera J égale 2. Eh bien, le couplage entre mon dipôle électrique de ma molécule et puis le champ électrique appliqué grand F va s'écrire moins D scalaire F. D maintenant a un chapeau, c'est l'opérateur dipôle. Et ce couplage vient mélanger J égale 0 et J égale 1. Donc l'état de ma molécule en présence du champ électrique, c'est une superposition d'un état J égale 0 et un état J égale 1. Ça peut avoir un moment dipolaire électrique, parce que c'est plus un état qui est invariant par rotation. Et effectivement, on peut comme ça tracer des courbes qui, ici, vous avez tiré de l'article de Kemener et Julienne, ici, le dipôle induit en fonction du champ électrique, donc ça part de 0, et selon la molécule, ça peut être plus ou moins grand. Ici, c'est en 2 Baye. Le 2 Baye, l'unité est écrite ici, c'est 3 10-30 coulomb-mètre à peu près. Et voilà, et ça finit par saturer quand le champ électrique est très grand et polarise complètement la molécule. Voilà, donc ce que je voulais vous dire sur ces dipôles, encore une fois, c'est très différent pour dipôle électrique et dipôle magnétique en physique quantique. Bien, alors je voudrais maintenant passer à des ordres de grandeur et des mesures de l'interaction dipôle-dipôle. Ordre de grandeur, pour commencer. Je vous ai pas mal parlé du dysprosium, donc je vais continuer avec ça. Donc je vous ai dit qu'ils ont un moment magnétique de 10 μB. Prenons 2 atomes comme ceci, donc je les mets en configuration répulsive ici, donc avec un rayon vecteur qui joint les 2 dipôles perpendiculaires à l'axe de polarisation. Donc on a vu tout à l'heure que cette énergie s'écrivait μ0, μ2 sur 4 pi 3, c'est encore ce qui est écrit au tableau pour l'inversion électrostatique. Si je prends une distance de 100 nanomètres, qui est court, mais bon, on arrive à faire des gaz suffisamment denses pour avoir des distances de l'ordre de 100 nanomètres entre proches voisins, eh bien, l'application numérique vous donne un résultat qui va être en joules. Je ne l'ai pas écrit parce que c'est des 10-30 joules, mais ça ne parle pas beaucoup. Ce qui parle le plus, c'est de l'exprimer en termes de fréquence, en utilisant la constante de Planck H, ou en termes de température, en utilisant la constante de Boltzmann Kb. Et ce qu'on trouve, donc, c'est que cette énergie vaut 1300 Hz, donc de l'ordre du kHz, si je l'exprime en fréquence, ou de l'ordre de 60 nanokelvin, si je l'exprime en température. Et ça, eh bien, ce sont des énergies tout à fait caractéristiques des gaz quantiques. Les gaz quantiques, on sait les refroidir à des températures qui sont en dessous de 10 nanokelvin maintenant. Donc, on peut très bien réaliser des situations où, si les distances entre atomes sont celles que j'ai écrites, eh bien, cette énergie magnétique est l'énergie dominante, elle est plus grande que les énergies thermiques qui sont en jeu. Si maintenant je regarde le cas de dipôle électrique induit, maintenant je parle de dipôle induit, donc je ne viole pas l'invariance par renversement du temps, supposons que j'ai su induire un dipôle de l'ordre de 2 Baye dans des molécules, et supposons que je sache mettre ces molécules à une distance de 100 nanomètres, ça c'est beaucoup plus difficile, pour le moment je ne pense pas qu'on sache le faire tout en gardant des molécules très froides, eh bien l'énergie à laquelle on fait face, c'est donc D2 sur 4 pi epsilon R3, c'est toujours la même chose, c'est celle qui est écrite ici, et c'est typiquement 100 fois plus grand que ce que j'avais ici. C'est-à-dire que l'énergie électrique pour des dipôles raisonnables, magnétiques, pardon, des dipôles électriques, ou l'énergie magnétique pour les dipôles magnétiques, eh bien, pour une même distance, l'énergie électrique est beaucoup plus grande que l'énergie magnétique. Vous voyez, là, je tombe dans le domaine de 7 microK.
là où j'étais à 60 nanoK, donc 100 fois plus, même chose évidemment, si je résonne en fréquence. Le problème, c'est que pour l'instant, on ne s'est pas encore approché des dipôles magnétiques, des dipôles électriques, excusez-moi, à ces distances-là, mais le jour où on saura, ça, ce sera vraiment un outil très bien pour faire étudier plein de choses, aussi bien de la physique à N-core que pour traiter quantiquement l'information et faire des portes logiques. Une autre manière de caractériser les interactions, que je vais beaucoup utiliser dans ce cours, c'est d'associer une échelle de longueur à ces interactions. Alors ça, c'est un raisonnement qui est typiquement quantique. Je ne pourrais pas le faire en physique classique, mais en physique quantique, ça se fait bien. Je peux motiver ça simplement par de l'analyse dimensionnelle, mais je peux le faire de manière un tout petit peu plus physique en disant que si je me donne deux dipôles et que je regarde leur énergie d'interaction, eh bien, je peux dire que ces dipôles sont préparés dans un paquet d'ondes et me poser la question de comparer l'énergie d'interaction magnétique, celle qui m'intéresse, à l'énergie de confinement parce que j'ai mis mon atome dans un paquet d'ondes. Prenons un paquet d'ondes pour le dipôle bleu ici, qui a une taille petit a. Prenons un paquet d'ondes pour le dipôle rouge également de taille petit a. Et puis supposons que ces paquets d'ondes sont également séparés d'une distance petit a. Je ne veux pas introduire trop d'échelles de longueur dans mon problème. Donc j'ai une seule échelle de longueur qui est à la fois la taille d'un paquet d'ondes et la séparation des deux paquets d'ondes. Et je me pose donc la question, pour quelle valeur de petit a est-ce que l'énergie d'interaction que j'ai introduite tout à l'heure, mu0 sur 4pi, mu sur a cube, pour quelle valeur de petit a est-ce que c'est comparable à l'énergie cinétique de confinement parce que j'ai fait un paquet d'ondes. Et donc l'énergie de confinement, c'est h bar 2 sur ma2, ça c'est lié directement au principe de Heisenberg, enfin l'inégalité de Heisenberg. Et donc quand vous avez ça, vous pouvez déduire une valeur de petit a caractéristique, si vous connaissez tout le reste, h bar, m et mu. Et c'est comme ça qu'on définit donc la longueur dipôle-dipôle, ADD. On met en plus un coefficient 1 tiers ici, qui, vous verrez, simplifie bien les choses dans les calculs ultérieurs. À ce stade, c'est juste une convention, mais le reste, tout ce qui est écrit ici, c'est simplement ce que vous déduisez de cette égalité-là. Et cette échelle de longueur, pour le dysprosium, eh bien, on le trouve qu'elle vaut 7 nanomètres, c'est-à-dire 130 rayons de Bohr. Ce qui, là encore, est assez typique des longueurs qu'on associe aux interactions dans les gaz quantiques. La longueur qu'on associe aux interactions dans les gaz quantiques, c'est ce qu'on appelle la longueur de Van der Waals, qui donne lieu à une longueur de diffusion, qui caractérise les interactions des atomes en ondes S, et ces longueurs de diffusion sont généralement de quelques nanomètres. Donc le fait qu'on tombe sur une longueur d'interaction dipôle-dipôle ADD qui est de quelques nanomètres, c'est une autre signature de ce que j'ai déjà dit, à savoir que les échelles de grandeur, enfin les ordres de grandeur pour les énergies magnétiques sont les mêmes que celles auxquelles on est habitué pour les gaz quantiques. Alors, comment est-ce que ça se mesure, cette énergie d'interaction ? Eh bien, je voudrais décrire ici une très belle expérience qui a été faite dans le groupe d'Innsbruck, dans le groupe de Francesca Ferlaino, il y a quelques années, qui est une expérience qui utilise un réseau optique. Donc, les chercheurs d'Innsbruck ont préparé un réseau optique en prenant 3 ondes stationnaires, donc une onde stationnaire selon X, une onde stationnaire selon Y, une onde stationnaire selon Z, et ils se sont placés dans le régime qu'on appelle régime isolant de Mott, où les interactions entre atomes sur site, donc là c'est pas des interactions dipôle-dipôle, c'est vraiment des interactions de Van der Waals, sont tellement grandes que ça coûte beaucoup d'énergie de mettre 2 atomes sur site, et l'état fondamental du système, c'est pratiquement celui qui est représenté là, c'est une vision classique de la chose, mais c'est une bonne approximation, où j'ai un atome sur chaque site, mais jamais 2 atomes sur le même site, parce que ça coûterait trop d'énergie. Alors là, on va se placer dans un plan de, disons, Z donné. Donc on regarde dans un plan XY, ici, et on va aligner les dipôles avec l'axe Y. Donc j'ai mis un champ magnétique extérieur qui fait que tous mes dipôles sont alignés avec l'axe Y, c'est les petites flèches que j'ai représentées ici. Et dans l'expérience d'Innsbruck, la distance entre 2 sites voisins, c'est 266 nanomètres. C'est simplement qu'ils ont pris pour faire leur onde stationnaire un laser vert à 532 nanomètres. Et donc la distance entre 2 sites du réseau, c'est lambda sur 2, donc 266 nanomètres. Alors, comme je l'ai dit, on se met dans un régime isolant de Mott, donc l'énergie d'interaction sur site est beaucoup plus grande que l'effet tunnel. L'effet tunnel joue un rôle négligeable à ce stade. Le potentiel, donc, dans ce plan Z égale 0,
eh bien, je peux l'écrire comme la somme d'un potentiel selon x, V1 sinus carré kx plus V2 sinus carré ky. Et les atomes vont se mettre au point x égale 0, y égale 0, c'est lui, ou x égale pi, kx égale pi, y égale 0, etc. Maintenant, on a un moyen de restaurer de l'effet tunnel qui est de moduler l'intensité des faisceaux qui créent l'onde stationnaire. On peut moduler dans le temps V1 ou moduler dans le temps V2. Et si on module à la bonne fréquence, eh bien, on va être capable d'apporter l'énergie suffisante au système pour restaurer l'effet tunnel. Ce que j'appelle restaurer l'effet tunnel, c'est favoriser le passage d'un atome, si je module V1 par exemple, donc si je module l'intensité de l'onde stationnaire le long de cet axe, je vais pouvoir favoriser une transition d'un des dipôles de ici vers là. Donc créer une lacune en ce point-ci et avoir deux atomes sur le même site. De la même façon, si je module selon V2, je vais pouvoir créer une transition de là vers là. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh bien, supposons qu'on module selon x. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Si je module selon x, je favorise de l'effet tunnel selon x. Donc si je mets la bonne énergie, c'est-à-dire si je module à la bonne fréquence, eh bien, je vais arriver à créer cette situation-là. Et ça veut dire quoi de moduler à la bonne fréquence? Eh bien, il faut choisir h bar oméga x égale à grand U. Grand U, c'est l'énergie que je dois payer pour mettre deux atomes sur le même site, qui peut être assez grande dans cette expérience. Mais par ailleurs, si vous faites un comptage, je supprime une des liaisons ici horizontales, qui était une liaison répulsive. J'ai une liaison en moins, puisque ces atomes-là interagissent avec ce proche voisin-là, mais il n'y a plus personne ici. Je néglige les interactions à plus longue distance, comme ça décroît comme 1 sur r3, elles deviennent très vite très faibles, donc je les néglige pour simplifier. Donc le passage de la situation initiale à cette situation-là, c'est d'avoir dû payer l'énergie U, mais d'avoir gagné finalement l'énergie de répulsion qui existait avant sur un lien horizontal. Si je module selon Y, eh bien, ce que je fais, c'est donc je crée une lacune ici et je mets deux atomes là. Et la fréquence de résonance, c'est de payer l'énergie pour mettre deux atomes sur site. Le U qui est là et le U qui est là, c'est le même. C'est toujours deux atomes sur le même site, ici. Et en revanche, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai supprimé un lien vertical qui était un lien attractif. Donc ici, je mets moins V hat, mais il faut se souvenir que V hat, lui, est négatif, puisque je supprime une énergie d'interaction entre deux dipôles sur un lien vertical. Donc, ce qu'a fait le groupe d'Innsbruck maintenant, eh bien, simplement, on fait la différence entre h bar oméga x et h bar oméga y. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de connaître la valeur de U, simplement, on mesure V répulsif moins V attractif, énergie pour supprimer un lien horizontal moins énergie pour supprimer un lien vertical. Le V répulsif, c'est mu0, mu2 sur 4 pi 3 fois 1, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. V attractif, c'est la même chose, mais avec un moins 2, donc 1 moins moins 2, ça fait un plus 3, et voilà l'énergie oméga y moins oméga x. Donc ils ont regardé pour quelle valeur de oméga x et d'oméga y ils voyaient la résonance, ils ont fait la différence des deux, et ils ont trouvé à peu près 90 Hz, les courbes sont données dans les notes, et ça c'est en bon accord avec la théorie. Tout à l'heure, je vous avais dit que c'était de l'ordre de 1 kHz quand on avait des distances de l'ordre de 100 nanomètres, mais là les distances sont de l'ordre de 260 nanomètres, donc presque 3 fois plus grandes. Donc comme ça varie comme le cube, ça dégringole très vite les vitesses. Et donc on passe du kilohertz à 100 Hz rapidement, et c'est comme ça qu'on arrive aux 90 Hz qui sont mesurés. Voilà, donc tout est en accord avec ce que j'ai annoncé précédemment. Voilà, donc je trouve que c'est une très jolie expérience pour mesurer cette énergie d'interaction. Bien, dans le temps qui reste, j'aimerais vous décrire autre chose, qui est donc quelque chose de très nouveau. En fait, initialement, quand j'avais pensé faire ce cours, je ne savais pas que je parlerais de ça, mais comme c'est apparu en décembre, je me suis dit que c'était une belle manière de conclure cette première séance. C'est une belle illustration de l'interaction dipôle-dipôle. Ça va être dipôle électrique cette fois-ci, pas dipôle magnétique. C'est donc le premier condensat moléculaire obtenu, le premier condensat de Bose-Einstein molécules dans leur état fondamental obtenu. Et c'est une expérience qui a été faite à Columbia, comme vous allez le voir. Et ça utilise la notion de bouclier micro-ondes. Alors, parlons un tout petit peu de molécules ultra-froides. Il y a eu plusieurs séminaires ici faits au cours des dernières années, mais j'en parle un petit peu quand même. Je vous rappelle de quoi il s'agit. Ces molécules ultra-froides, peut-être la première manip marquante, c'est une manip qui avait été faite à Boulder dans le groupe de Bee Jean, qui était des molécules de potassium 40, qui est un atome fermionique, et de rubidium 87, un boson,
Donc ils avaient pris un gaz dans lequel il y avait ces deux espèces à la fois, un gaz très froid, des condensats au gaz de Fermi dégénéré de potassium et de rubidium, et ils s'étaient placés au voisinage d'une résonance de Feshbach, résonance de diffusion interespèces entre le potassium et le rubidium. Quand vous avez cette résonance, ça veut dire que dans le gaz que vous formez, il y a à la fois des atomes de potassium, des atomes de rubidium, et puis des molécules très faiblement liées, à très grande distance, des molécules qu'on appelle de Feshbach ici, qui sont représentées là, des molécules très faiblement liées, potassium, rubidium. Ce que j'ai tracé ici, hein, c'est pour une paire potassium-rubidium, c'est la distance interatomique ici, et puis ça, ce sont les énergies. Donc l'état fondamental est ici. Donc ces molécules sont très faiblement liées, ça fait longtemps qu'on sait les préparer, mais ce qu'on veut préparer, c'est des molécules dans l'état fondamental ici. Et la manière dont ils se sont pris, ça a été de faire une transition à 2 photons, où avec un premier photon ici à 970 nanomètres, donc dans l'infrarouge, ils peuplent ou ils se mettent au voisinage d'un état moléculaire excité, électroniquement excité, et puis ensuite avec un deuxième faisceau, 690 nanomètres, eh bien, ils ferment la transition, si je puis dire, c'est une transition Raman stimulée, absorption-émission stimulée, pour porter les atomes dans l'état moléculaire fondamental. Et avec ça, eh bien, on arrive à produire des gaz de molécules dans leur état fondamental très froid. Mais ce n'est pas encore un condensat de Bose-Einstein, ce n'est pas assez dense. Et la raison pour laquelle on ne sait pas encore un condensat de Bose-Einstein, c'est que pour en faire un condensat, il faudrait évaporer certaines molécules, tirer parti des collisions élastiques entre les autres pour augmenter la densité dans l'espace des phases et arriver au seuil de condensation. Mais le problème, c'est que quand les molécules collisionnent et s'approchent proches les unes des autres, et quand vous avez 2 molécules diatomiques qui s'approchent l'une de l'autre, vous formez un édifice à 4 atomes, et là, il peut se produire plein de choses désagréables du point de vue de la physique atomique, des choses très agréables du point de vue des chimistes, mais des choses agréables du point de vue de la physique atomique, et en gros, les atomes sont perdus pour la science. Donc, le problème qui s'est posé, c'est est-ce qu'on peut empêcher garder des collisions entre particules, entre molécules, mais est-ce qu'on peut les empêcher de s'approcher trop proches les unes des autres pour ne pas qu'elles forment ces tétramères qui sont ensuite des voies ouvertes vers des pertes d'atomes. Donc est-ce qu'on peut empêcher les atomes de s'approcher, les molécules de s'approcher les unes des autres? Donc est-ce qu'on peut faire un bouclier qui ferait que les molécules arrivent comme ça, et puis quand elles sont encore loin les unes des autres, elles rebondissent et elles repartent. Voilà. C'est ça l'enjeu. Alors, le bouclier électromagnétique, c'est une idée qui est assez vieille. On avait beaucoup discuté dans les années 90 pour des atomes. Ça n'a pas vraiment débouché sur des choses très, très spectaculaires. C'était mis en évidence, mais ça n'a pas débouché sur des choses très spectaculaires pour des atomes. En revanche, ce concept donc, a été transposé aux molécules récemment. Là, je vous l'explique dans toute sa généralité. Donc, j'ai 2 partenaires que j'appelle X et Y, qui peuvent être 2 atomes, 2 molécules. Voilà, et j'ai envie qu'ils ne s'approchent pas trop près l'un de l'autre. Or, quand ils sont dans leur état fondamental, ces 2 partenaires, ils ont une courbe de potentiel qui est comme ça, et il n'y a rien qui les empêche d'aller très proche, et puis ensuite, ça devient attractif, et c'est là que les choses agréables peuvent se passer. Mais je sais que dans le diagramme énergétique, quelque part, il y a une courbe pour ces 2 mêmes partenaires, donc c'est un XY toujours, mais étoile cette fois-ci, c'est excité. Donc il y a une courbe excitée qui, elle, est purement répulsive. J'appelle h bar oméga 0 la distance entre les 2 branches ici quand les partenaires sont loin l'un de l'autre, et je suppose que j'applique une onde électromagnétique. Alors ça peut être de la lumière dans le cas d'atomes, vous verrez que c'est une micro-onde dans le cas des molécules. J'applique une onde électromagnétique avec une fréquence oméga qui est plus grande que oméga 0, la fréquence à grande distance ici. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un bouclier bleu en général. Donc c'est une onde électromagnétique qui est désaccordée sur le bleu de la résonance, donc on choisit oméga plus grand qu'oméga 0. Alors, comment ça marche, ce bouclier? Eh bien, un moyen simple de le comprendre, c'est d'utiliser le formalisme de l'atome habillé, ou de la molécule habillée, en l'occurrence, c'est-à-dire de faire un diagramme énergétique dans lequel on met l'énergie non pas seulement des partenaires atomiques ou moléculaires, mais également l'énergie des photons. Alors, c'est tout simple. Si ma molécule, si mes 2 molécules sont résonantes avec l'onde électromagnétique à une distance R étoile, bien, ça veut dire que si maintenant je trace l'énergie de XY fondamentale plus N photons et l'énergie de XY excité plus N-1 photons, eh bien mes 2 courbes, qui sont les mêmes que celles-ci mais simplement translatées,
vont se croiser au point R étoile, puisque c'est là que je peux enlever un photon et enlever un photon à XY fondamental pour passer sur XY étoile et à la même énergie. Donc je me retrouve avec ces deux niveaux-là, en l'absence de tout couplage entre les molécules et les photons. Là, je me suis contenté de remettre les diagrammes énergétiques les uns sur les autres en prenant en compte l'énergie des n photons et des n-1 photons. Maintenant, si j'introduis le couplage entre molécules et lumière, entre molécules et photons, eh bien, comme toujours, quand on a un croisement entre deux niveaux et qu'il y a un couplage qui se fait entre ces deux états possibles, eh bien, le croisement est remplacé par un croisement évité, et je me retrouve avec ces deux courbes de potentiel noir ici. Et si maintenant j'ai mes molécules qui arrivent dans l'état fondamental XY en présence des photons, en présence de la lumière rouge, eh bien, voilà ce qui va se passer. Ils vont arriver ici, et puis ici, ils vont faire demi-tour et repartir sur cette courbe noire. Ils ne vont pas suivre les pointillés qui sont là et se précipiter l'un sur l'autre et avoir ces choses désagréables dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, j'ai bien le bouclier qui empêche les molécules de s'approcher trop près. Et en pratique, pour la physique moléculaire que je vais décrire dans un instant, eh bien, la valeur de R étoile, c'est de l'ordre de 50 nanomètres. Donc c'est vraiment grand devant les tailles typiques des molécules. Donc à 50 nanomètres, rien de trop désagréable ne peut se passer. Donc on a bien ce qu'il nous faut. Alors, d'où viennent ces courbes de potentiel attractives ou répulsives, puisque c'est ça qu'il me faut dans l'état excité? Eh bien, pour l'expérience que je vais décrire dans un instant, l'expérience faite à Columbia, en fait, c'est simplement entre l'état fondamental de la molécule, donc c'est la molécule dont je vais vous parler dans un instant, c'est la molécule sodium-césium, NaCS. Donc l'état fondamental de la molécule sodium-césium, c'est un état de rotation nulle, J égale 0. Et puis le premier état excité, c'est un état de rotation J égale 1, qui a donc trois sous-niveaux, M égale -1, M égale 0, M égale +1. Et je vais donc appeler l'état fondamental, je l'appelle F, et les trois états excités, je les appelle EM, E-1, E0, E+1. Donc, ce qui va nous intéresser, finalement, c'est le couplage dipôle-dipôle entre ces molécules. Alors, si les molécules sont présentes dans l'état fondamental, pas de moment dipolaire permanent, les molécules ne se voient pas. C'est ce que je vous ai dit jusqu'à tout à l'heure, ça reste vrai. Donc, j'ai une courbe qui est plate, et puis à plus courte distance, eh bien, ça deviendrait attractif si je mettais d'autres interactions, comme les interactions de Van der Waals. Maintenant, si je m'intéresse à la multiplicité où j'ai une molécule dans l'état fondamental et une molécule dans l'état excité. Prenons un seul état excité pour simplifier, l'état E+1. Eh bien, ce qui va pouvoir se passer, c'est que ce couplage dipôle-dipôle, donc il va être en l'opérateur dipôle D1 pour la molécule 1, l'opérateur dipôle D2 pour la molécule 2. Si ma molécule 1, par exemple, est dans l'état excité et ma molécule 2 dans l'état fondamental, eh bien cet opérateur D1 fois D2 peut favoriser la transition, la molécule 1 descend, la molécule 2 monte. Et en fait, les vrais états propres du système, c'est les états symétriques et antisymétriques, où j'ai D1 excité, D2 fondamental, plus D1 fondamental, D2 excité, et ça c'est celui que j'ai écrit ici, et puis l'autre état antisymétrique. Voilà, par simple raison de symétrie, on a forcément ces deux états-là comme états propres. Et quand on regarde un petit peu plus près, si je prends mes molécules, par exemple, qui s'approchent comme ceci l'une de l'autre, avec donc un axe de quantification selon Z, eh bien, je vois que la courbe qui monte comme ça, c'est la courbe symétrique, et la courbe qui descend, c'est la courbe antisymétrique. Et donc, si j'applique une onde électromagnétique qui me fait ce couplage-là, et cette onde électromagnétique est dans le domaine des micro-ondes, cette fois-ci, ce n'est pas de la lumière visible, c'est de la micro-onde, eh bien, je vais pouvoir fabriquer mon bouclier. Alors, ça, c'est pour un angle d'approche possible. Il faut vérifier que ce bouclier fonctionne bien pour toutes les possibilités d'approche de la molécule. Elles peuvent s'approcher comme ça, elles peuvent s'approcher comme ça, en admettant que la lumière se propage de haut en bas. Et donc, il faut vérifier que ça marche bien dans toutes les directions. Et ce qu'on peut montrer, ça, je peux vous renvoyer... ça avait été vu avec des atomes, mais sur les molécules, ça a été bien formalisé par Karman, Hudson et La Sablière et Kemener. Ça marche bien si on prend une onde polarisée circulairement. Donc, il faut faire une onde polarisée sigma plus ou sigma moins. Et ça garantit que, quelles que soient les distances d'approche, eh bien, le bouclier va fonctionner. C'est-à-dire qu'il y aura bien un couplage entre l'état fondamental et puis cette branche répulsive qui apparaît ici du fait de l'interaction dipôle-dipôle. Goulven-Kemener était venu nous faire un séminaire là-dessus il y a quelques années où il présentait cette idée-là, mais qui à l'époque n'avait pas été
véritablement mises en œuvre dans les expériences. Voilà, alors donc ça, c'est ce qu'ont fait les chercheurs de Columbia. C'est donc, comme je disais, dans le groupe de Sébastien Deville, et c'est sur l'archive, c'est sorti en décembre dernier. Ils ont appliqué cette méthode à des molécules NaCS qu'ils ont préparées, comme je le disais tout à l'heure, par une transition à 2 photons, transition Raman stimulée à 2 photons. Ils avaient 30 000 molécules à 700 nanokelvin. Ils ont pu faire cette évaporation sans dommage. Sans dommage, il y avait quand même des pertes, bien sûr, puisqu'on évapore, donc on élimine certaines molécules, mais ils ont pu aller jusqu'au seuil de condensation et même fabriquer un condensat quasi pur. La durée de vie du condensat est tout à fait respectable, 2 secondes, donc ça veut vraiment dire qu'on a éliminé toutes les collisions élastiques. Là, vous avez une photo donc, de ces molécules, et on voit que c'est un condensat parce que c'est elliptique, je vais revenir dessus dans un instant. Vous avez ici à peu près 200 nanokelvin, une température de 6 nanoK. 200 molécules, oui, à 6 nanoK. Alors pourquoi est-ce que le fait que ce soit elliptique, ça nous dit que c'est un condensat? Eh bien, ça, c'est un argument bien connu de ceux qui étudient ces gaz quantiques. Les molécules sont préparées dans un piège harmonique qui n'est pas isotrope. Vous n'avez pas la même fréquence d'oscillation selon X et selon Y. Et les images qui sont là sont des images faites par temps de vol, donc ça mesure la distribution en vitesse des particules. Donc, quand le gaz n'est pas dégénéré, eh bien, la distribution en vitesse, c'est une distribution de Maxwell-Boltzmann. 1,5 de MV2 égale 1,5 de KT, et c'est la même quels que soient les axes que je prends, même si les fréquences du piège ne sont pas les mêmes, peu importe, 1,5 de KT, c'est toujours 1,5 de KT pour l'énergie cinétique de Boltzmann. En revanche, si vos molécules sont dans l'état fondamental du piège harmonique, eh bien, l'état fondamental du piège harmonique n'a pas, puisque le piège harmonique n'a pas la même fréquence selon X et selon Y, eh bien, la distribution en vitesse n'est pas la même selon l'axe X et selon l'axe Y, et c'est pour ça que quand on fait un temps de vol, qu'on mesure cette distribution en vitesse, eh bien, on voit quelque chose d'anisotrope. Donc ça, c'est vraiment la signature du fait qu'on a accumulé les molécules dans l'état fondamental du piège harmonique, donc on a bien des molécules qui partagent toutes la même fonction d'onde, qui sont bien condensées. Alors, pour être complètement rigoureux, le groupe de Sébastien Deville a fait plus que simplement appliquer un bouclier micro-ondes. Il y a plusieurs groupes qui ont appliqué des boucliers micro-ondes dans les 2 ou 3 dernières années, mais qui n'avaient pas vu la condensation de Bose-Einstein, malgré tout, de leurs molécules. Ils avaient pu gagner, disons qu'ils avaient fait une partie du chemin, mais ils n'avaient pas vraiment vu la condensation de Bose-Einstein. Je crois que, si j'ai bien compris, l'ingrédient supplémentaire dans ce préprint-là, c'est qu'en fait, ils ont mis 2 boucliers micro-ondes chez Sébastien Deville. La raison étant que le premier, il sert à ce que je vous ai décrit, à supprimer cette répulsion à faire cette répulsion à courte distance, à supprimer la possibilité pour les molécules de s'approcher l'une de l'autre. Mais quand on fait ça, si je dessine rapidement le potentiel, donc on a bien de la répulsion, mais il y avait malgré tout un petit puits attractif qui restait ici à longue distance, que je dessine là, et les molécules pouvaient se mettre dans ce puits attractif à longue distance, et si elles y restaient suffisamment longtemps, elles pouvaient quand même être perdues. Donc ils ont appliqué une deuxième micro-onde qui vient supprimer ce puits attractif pour être sûr que le potentiel est purement répulsif. Et là, c'est ça qui a permis d'observer cette condensation. Voilà. Donc le puits attractif, la suppression du puits attractif est, si j'ai bien compris, l'ingrédient qui a donc débloqué vraiment la manip de Columbia. Voilà. Donc j'arrive à la fin de ce cours. En résumé, donc aujourd'hui, on a mis en place ce formalisme pour décrire les interactions entre dipôles. Cette interaction en mu1 scalaire mu2 moins 3 mu1 u mu2u. J'ai bien insisté sur le fait que c'était une interaction qui était anisotrope, et cette anisotropie sera cruciale dans la suite. Si j'aligne mes dipôles entre eux, eh bien, j'ai ce 1 moins 3 cos carré θ qui intervient. On a introduit la longueur de diffusion ADD, que je vais beaucoup utiliser dans la suite, pour caractériser le couplage dipôle-dipôle. C'est une manière agréable de paramétrer l'interaction, parce que je vois apparaître, quand je réécris mon potentiel V1,2 ici, je vois apparaître H bar 2 sur M, qui apparaît même quand je regarde l'énergie cinétique aussi, enfin, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps, fois ADD sur R3, et puis sur 1 moins 3 cos carré θ. Et donc maintenant, eh bien, le programme du prochain cours, comme je le disais en toute introduction, ça va être de voir si les assemblées d'atomes qu'on prépare, est-ce qu'elles sont stables ou pas. Le problème typique sur lequel vous pouvez dès maintenant commencer à réfléchir, c'est le suivant, c'est-à-dire que vous prenez des atomes qui sont confinés dans un piège harmonique, disons isotrope, 1,5 de m oméga de R2. Si les interactions entre atomes étaient isotropes, eh bien, ce que vous obtiendriez, c'est un nuage qui a une belle symétrie sphérique, comme celle-ci. Mais si maintenant je vous dis que
Les atomes, quand ils sont dans le plan XY, ils se repoussent. En revanche, quand ils sont alignés selon Z, ils s'attirent. Eh bien, le gaz, pour minimiser son énergie, on sent bien qu'il va avoir tendance à former plutôt des bâtonnets allongés que des boules bien sphériques. Et la question, c'est est-ce que ce bâtonnet allongé, il ne va pas vraiment collapser sur lui-même ou est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont le maintenir? Donc c'est ce genre de questions qu'on va aborder dans le cours de la semaine prochaine et puis également dans les cours suivants. Voilà, je m'arrête ici et je vous rappelle d'ici disons un quart d'heure, 20 minutes, le séminaire de Nathalie Piquet. Merci. Merci.